voilà. Donc oui, j'espère que j'ai une personne qu'on enregistre. En tout cas, Stéphane, merci de passer un petit peu de temps ce soir avec nous. Alors, j'étais juste, au moment où tu arrivais, j'étais en train de dire quelques mots sur toi. Je crois que le plus simple, et je vais te laisser compléter, j'ai employé le mot de locavore et de sécurité et souveraineté alimentaire et de résilience alimentaire des territoires, de la nation, des villes. Donc voilà, après, bien sûr, c'est très succinct comme présentation, donc je préfère te laisser le soin de compléter ça et puis d'aborder en fait un peu tes sujets de prédilection, on va dire. Et puis peut-être que tu auras à cœur de parler aussi de l'info que tu m'as fait parvenir et que j'ai fait parvenir au groupe sur le WhatsApp, à savoir que la Chine commence à demander à sa population de stocker des aliments, de la nourriture. Donc voilà, alors, hop, j'admets des nouveaux. Donc on va attendre que les deux arrivent. Voilà. Bienvenue à Jacques. Il se connecte à l'audio. Jacques. Et puis donc, ce que je te propose, Stéphane, c'est de nous faire un petit résumé en synthétique en une demi-heure. Et puis j'invite, alors je ne sais pas si c'est OK pour qu'on te pose des questions, ou tu préfères dérouler la demi-heure et puis… plutôt après, là, une demi-heure, c'est assez court, donc volontiers après. Oui. Parfait, parfait. Et bien, la parole est à toi. En tout cas, bienvenue aussi à Jacques qui vient de nous rejoindre. Jacques, tu nous entends? Oui, je vous entends. Parfait. Parfait. Désolé pour mon petit retard. Il n'y a pas de souci. Stéphane, à toi l'honneur, à toi la parole. Très bien, mais bonjour à tout le monde. Vous avez pris votre… Bonjour. Vous avez pris le temps, pas de l'apéro, mais presque, bientôt, pour écouter des mauvaises nouvelles. Donc merci pour votre courage. Donc oui, très rapidement, je vais très rapidement brosser le sujet que je creuse depuis à peu près une vingtaine d'années, qui est tout simplement, alors j'ai rien inventé, c'est tout simplement le plus vieux sujet du monde. C'est tout simplement le lien qu'il y a entre l'alimentation et la sécurité. Alors, j'ai fait des études de géographie et d'aménagement du territoire. Ensuite, mon premier métier, ça a été d'accueillir et d'installer les candidats à l'installation en agriculture. Et donc, en fait, c'était tout début des années 2000, fin des années 90. Donc, je suis rentré dans un premier monde, c'est-à-dire le monde de la production agricole et alimentaire. Et en fait, j'étais assez étonné de voir que dans ce monde-là, on ne pensait pas à la production de manière territorialisée. Dans le sens où, en tant qu'espèce, sapiens, on a commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseur-cueilleur. Ensuite, lorsque le climat s'est stabilisé, c'est-à-dire le climat que l'on connaît encore un peu, ou du moins que l'on a connu jusqu'à il y a quelques années, depuis le 12 000 ans à peu près avant Jésus-Christ. Donc, lorsque le climat s'est stabilisé, cette nourriture, après avoir couru après, on l'a faite pousser autour de nous. C'est là qu'on a inventé l'agriculture au néolithique. Et ensuite, pour sécuriser les récoltes, c'est grandement pour ça qu'on s'est regroupé en communautés. C'est là qu'on a inventé les villages. C'est là que l'espace, on l'a transformé en territoire. C'est là qu'on a inventé l'aménagement de l'espace et l'aménagement du territoire. Et c'est là aussi qu'on a grandement inventé la politique. Donc, après avoir couru après cette nourriture, après l'avoir faite pousser autour de nous et après l'avoir sécurisée en groupe, et bien maintenant, c'est cette nourriture qui vient à nous. Sans que l'on se questionne sur le comment, sur le jusqu'à quand,
Est-ce qu'il y a des risques et tout ça. Et si l'on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, c'est-à-dire les consuls au Moyen-Âge, elle était basée, cette légitimité, sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait se protéger des agressions, il fallait ériger et entretenir les remparts. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, l'ordre public, parce qu'avant qu'on invente et qu'on ne fabrique les États-nations, l'ordre public, il était grandement assumé en local. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Donc nous étions des sociétés de pénurie et l'abondance était l'exception. La pénurie était la règle, contrairement à maintenant. Et c'était justement parce que nous étions des sociétés de pénurie que nous étions organisés autour d'elles. C'est-à-dire que c'était une conscience et une responsabilisation individuelle et collective. C'est-à-dire collective, il fallait que quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. Et il y avait un aménagement du territoire qui était dévolu à cela au niveau local. Il y avait même un contrôle des marchés, une sanctuarisation du foncier nourricier, tout ça. Mais c'était aussi, il y avait aussi une conscience et une responsabilisation individuelle, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin. Chacun cuisinait, chacun avait un minimum de stock. Donc cette conscience et cette responsabilisation additionnée au niveau individuel et collectif n'empêchait pas forcément les famines, mais en cas de pépin, ça sauvait les meubles un temps. Et cette question de s'organiser autour de la pénurie qui était la règle, et en l'occurrence alimentaire, eh bien cette question est autant sortie des têtes individuelles que collectives, pour être maintenant indirectement assurée par des acteurs privés que sont Leclerc, Carrefour et compagnie, qui n'ont même pas de jour de stock. Alors ça, c'était... Enfin, nos territoires étaient les lieux à partir desquels on retirait notre subsistance. On n'avait pas le choix. Donc, en fait, on était obligé d'y faire gaffe. Et à partir du moment où on a découvert et exploité les énergies que j'appelle faciles, les énergies fossiles, charbon, pétrole, c'est là qu'en fait, cette énergie à partir de laquelle notre espèce sapiens ne s'est jamais développée, c'est à partir de la découverte et de l'exploitation de cette énergie, de ces énergies faciles, que nous avons contracté l'espace et le temps. Donc, surabondance énergétique nous a amené à oublier l'espace et à également oublier le temps. Donc, en fait, nos territoires à partir desquels on retirait notre subsistance, et bien à partir du développement de ces énergies faciles, on a pu laisser donc libre cours à la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui dit qu'en fait, l'économiste Ricardo, il dit, bon, allez, à partir du moment où le transport ne coûte rien, et bien en fait, les territoires vont se spécialiser sur les productions pour lesquelles ils se sentent les meilleurs, et ils vont pouvoir abandonner les productions pour lesquelles ils se sentent les moins bons. Donc, en gros, un territoire égale une ou deux productions phares.
C'est-à-dire qu'à partir de là, il y a eu la grande accélération et la grande spécialisation des territoires, une accélération vers la spécialisation des territoires. C'est-à-dire, là, ce sera que du blé, là, que de la vigne, là, que des légumes, là, que de l'élevage et tout ça. Et c'est à partir de là que l'on a transformé nos territoires en EHPAD à ciel ouvert. Dans le sens où, contrairement aux personnes qui rentrent en EHPAD où c'est jamais de gaieté de cœur, c'est toujours suite à des accidents de la vie, la vieillesse, des maladies ou autres. Là, c'est dans la joie et dans la bonne humeur que nos territoires se sont volontairement désautonomisés et se sont rendus perfusés dans les deux sens, dépendant complètement des transports, pour exporter les surplus des productions relatives aux productions pour lesquelles ils ont décidé de mettre le paquet, et dépendant également des perfusions pour importer les produits qu'ils avaient décidé d'abandonner. Donc en fait, il y a double flux, double perfusion, donc maintenant double vulnérabilité. Pour en arriver maintenant à avoir une autonomie alimentaire des territoires égale à peu près à 2%. Là, il y a une étude du cabinet Utopie, là, il y a quelques années, qui avait connu une étude sur l'autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines en France. C'est en gros 2% de ce qui est consommé dans les aires urbaines est produit localement, c'est-à-dire que 98% est importé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le même sens, dans le même temps, je veux dire, 97% de ce qui est produit localement est exporté ailleurs dans les territoires. Donc, on avait là aussi double flux, double vulnérabilité. Donc, complètement à la merci des transports. Donc, cette question-là, elle m'a toujours trotté dans la tête. Et lorsque je rentre dans le premier monde de la production, je vois que, en fait, dans le monde de la production alimentaire, on ne pense pas au risque. Et quasiment au même moment, je rentre dans un deuxième monde qui est le monde de la sécurité. Donc, je m'engage chez les pompiers. Et là, je me dis, tiens, c'est la protection des personnes, des biens et de l'environnement et l'anticipation et la sensibilisation de la population. Et en 19 ans de carrière de sapeur-pompier volontaire, jamais on a fait une manœuvre simulant une rupture d'approvisionnement alimentaire. Jamais. Donc, dans le monde de la sécurité, on ne pensait pas la question de l'alimentation. Ensuite, je suis rentré dans un troisième monde, c'est le monde associatif, où j'ai monté les premières AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, les premières AMAP du département de l'Aude en 2004. Il n'y en avait même pas une dizaine en France. Et là, je rencontre des gens et j'organise une demande organisée donc et solvable pour acheter à l'avance des produits à des producteurs. Et quelque part, c'était les trois piliers de l'expression devenue tarte à la crème du développement durable. Mais bon, ça avait au moins le mérite de poser certaines choses, c'est-à-dire économie, écologie, lien social. C'est-à-dire économie. Pourquoi? Des consommateurs achètent à l'avance une production, par exemple des paniers de légumes, à des producteurs au bon prix. Donc, enfin, le producteur vit de son métier puisqu'il est payé au juste prix. Et dans le même temps, la richesse reste fixée sur le territoire puisque les achats sont fléchés. Deuxième pilier écologie. C'est-à-dire qu'il y a le deal entre les consommateurs et les producteurs. C'est moi le consommateur. Je m'engage auprès de toi, le producteur, à t'acheter ta production à l'avance à condition qu'elle soit bio ou qu'elle le devienne. Donc, en fait, c'est une visibilité, c'est du temps long offert à un producteur par des consommateurs. Des consommateurs permettent à des producteurs de se retourner et de changer des pratiques environnementales, des pratiques culturelles. Et le troisième pilier, c'était, c'est toujours
le lien social, c'est-à-dire que voilà, il y a des liens entre consommateurs et producteurs, entre consommateurs et tout ça. Et lorsque des producteurs vivent à la fin de leur métier, ils restent sur leur territoire, ils font vivre les autres commerces, les services publics et tout ça. Et j'avais envie de rajouter à l'époque un 4e pilier, qui était le pilier de la sécurité. Pourquoi? Tout simplement, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ces consommateurs qui fléchaient leur consommation vers des infrastructures nourricières locales, quelque part, faisaient de la sécurité sans le savoir. Parce que lorsque l'on flèche sa consommation vers des producteurs que l'on paye au bon prix, c'est la meilleure façon d'entretenir des infrastructures commerciales, nourricières et artisanales. Donc, en fait, de manière consciente ou inconsciente, ces consommateurs en AMAP étaient coproducteurs de sécurité collective parce qu'ils entretenaient par leurs achats éclairés et fléchés des infrastructures économiques sur le territoire. Il y en avait même qui me disaient, moi, si un jour il y a un problème sur les transports, au moins je sais que j'ai mes légumes puisque je les ai déjà payés. Et le succès arrive, j'ai eu énormément de listes d'attente de consommateurs et je ne trouvais pas des producteurs à mettre en face. Et là, il m'a fallu 2 ou 3 ans pour trouver des maraîchers capables d'absorber une demande qui était pourtant organisée et solvable. Et là, j'avais à peu près 80 familles en liste d'attente qui étaient prêtes à payer autour de 20 € par semaine un panier de légumes. Et là, je m'étais dit, mais c'est un peu notre système économique à l'envers, puisqu'on est habitué à voir une concurrence entre producteurs ou entre entreprises. Mais là, il y avait une concurrence entre consommateurs qui était pourtant organisée et solvable. En fait, c'était comme si l'argent n'avait plus de valeur puisqu'il était mis sur la table, mais il n'y avait pas le produit. Donc, indisponibilité du produit. Et là, je m'étais dit, mais imagine qu'il y ait, par exemple, une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus avec le rien que l'on produit à titre individuel, le rien que l'on stocke et le quasiment rien que l'on transforme, avec le fait que nous nous fournissons pour à peu près 70% de notre alimentation à travers les grandes surfaces qui n'ont que même pas 2 jours de stock, avec le fait aussi que nos infrastructures nourricières, c'est-à-dire nos paysans et les structures de transformation, à force de ne plus les faire travailler ou à force de leur acheter leurs produits en dessous des coûts de production, tels des muscles que l'on n'entretient pas, leur nombre a fondu. Et les seuls qui restent sont trop spécialisés, donc théorie des avantages comparatifs de Ricardo, avec le fait qu'il n'y a pas de stock alimentaire dans les collectivités locales, et avec le fait non plus qu'il n'y a pas de stock alimentaire stratégique d'État. Et que nos populations sont devenues non préparées et intolérantes à la frustration. Donc, combien de temps on tiendrait sans se taper dessus s'il arrivait, par exemple, une pandémie grippale sur les chaînes d'approvisionnement? Donc, c'est ce scénario-là que j'ai avancé donc, en 2008 lorsque j'ai lancé le mouvement locavore en France. C'est-à-dire de septembre 2008 à septembre 2009, j'ai fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Donc, pendant un an, plus de café, plus de chocolat, plus de bananes, tout ça. Donc, justement, c'était pour alerter sur notre degré de vulnérabilité par rapport aux approvisionnements. Donc, le titre de mon expérience, c'était mangeons local, d'accord? Mais le sous-titre, c'était permettre à un territoire et à sa population de se nourrir localement, 2 points, une question d'ordre public.
Et en fait, cette expérience a été extrêmement médiatisée. Donc, je passais quoi tous les 10 jours à la télé, la presse nationale, tout ça, les radios, magazines. Et en fait, on me questionnait toujours sur le comment. C'est-à-dire, est-ce que ça me coûte plus cher? Est-ce que je suis tombé malade? Est-ce que je devenais chiant parce que je demandais que du local? Est-ce que je gardais mes amis? Est-ce que ça me prenait du temps et tout ça? Est-ce que ça me coûtait plus cher ou autre? Mais en fait, on ne me demandait jamais le pourquoi, alors que c'était à travers et pour le pourquoi que j'avais fait cette expérience. Donc, le mot locavore, que je n'ai pas inventé, mais qui était inconnu, hein, est rentré dans le dictionnaire suite à mon expérience qui a été très médiatisée. Et en fait, j'ai été interpellé, je suis intervenu là peut-être des centaines de fois pour des écoles, des syndicats agricoles, des associations de parents d'élèves, des collectivités locales, des regroupements de producteurs ou autres, et des militaires aussi. Et en fait, à ce moment-là, personne ne voyait le pourquoi, c'est-à-dire les risques de troubles à l'ordre public et le volet préventif de cela. Et en 2011, je décide de me présenter aux élections cantonales dans l'Aude et je suis élu conseiller général, je suis élu départemental. Sur ce programme-là, un programme de relocalisation, donc j'avais fait avant de promettre, donc ça a plu, parce que j'avais quantifié en fait toute la richesse sur le territoire que j'avais fait fixer à travers ces regroupements d'achat et ces AMAP. Donc on avait à peu près 120 familles qui, tous les mardis, par exemple, dépensaient minimum 20 € sur le territoire, par exemple. Et donc, j'encourageais pour que ce système-là soit généralisé à travers la restauration collective, les restaurants, voilà, la commande publique, tout ça. Et en fait, je pars en campagne donc en 2011 en disant, voilà, écologie, sécurité et économie, c'est complètement lié. Parce qu'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas d'écologie, puisque l'économie n'est que sous-produit de l'écologie. Puisque l'économie, c'est quoi? C'est des ressources transformées avec de l'énergie, avec du savoir et de l'organisation au milieu. S'il n'y a pas les deux ingrédients de départ, il n'y a pas d'économie. Et il n'y a pas non plus de sécurité s'il n'y a pas d'écologie. Puisqu'en fait, la sécurité, c'est tout ce qu'on met en place en amont pour éviter que l'insécurité arrive. C'est-à-dire des ressources accessibles et bien réparties. S'il n'y a pas des ressources en état accessibles et bien réparties, il n'y a pas de sécurité. Donc en fait, je suis élu en 2011 sur ce programme-là et j'ai la confirmation que chez mes collègues conseillers départementaux et même dans les services, la question qui était pourtant la question de la sécurité alimentaire au niveau local liée à l'ordre public, qui était pourtant la question sur laquelle était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, et cette question-là, elle était complètement pas sortie des têtes, puisqu'on ne peut pas oublier quelque chose qu'on n'a jamais su. C'était tout simplement non pensé, tout simplement parce que nous sommes des générations qui sommes nées le ventre plein. Et la question des pénuries, on ne les a pas connues. Donc, du coup, on croit collectivement que se nourrir est une affaire réglée. Donc, les deux premiers étages de la pyramide de Maslow, on ne les regarde pas. On est obnubilé par la pointe, là, le non essentiel. Mais pendant le Covid, un petit temps, on a remis la pyramide de Maslow à l'endroit et on l'a regardée en face. C'est-à-dire besoins physiologiques de santé et de sécurité. Et pendant que j'étais donc conseiller général, donc je voyais beaucoup les préfets, les militaires, les policiers, les gestionnaires des risques, tout ça, et je leur disais, voilà,
est-ce que pour vous, la non-territorialisation de la production et de la consommation alimentaire est de nature à être liée à l'ordre public? Je leur avais raconté ce que j'avais fait en 2008 pendant mon expérience au locavore. Est-ce que pour vous, c'est une question? Si oui, qui s'en occupe? Si oui, est-ce qu'il y a des plans? Si oui, quand ça a été répété? Et là, je leur disais, imaginons qu'il y ait une pandémie grippale sur la chaîne d'approvisionnement, ou une cyberattaque sur la chaîne logistique. Est-ce que pour vous, ça serait de nature à occasionner des troubles à l'ordre public, sachant qu'il n'y a pas de territorialisation de la production et de la consommation alimentaire, qu'apparemment il n'y a pas de plan et que certainement, même c'est sûr, les populations ne sont pas préparées et sont intolérantes à la frustration? Et là, à chaque fois que je posais les questions, je voyais dans les yeux de mes interlocuteurs que ces questions faisaient question pour eux. Ils découvraient la question au fur et à mesure que je posais ces questions. Donc, du coup, ça m'a encouragé parallèlement à mon travail, à reprendre mes études. Donc, j'ai fait un master spécialisé en gestion des risques sur les territoires et j'en ai fait mon sujet de recherche pour aller chercher les preuves de ce que je savais déjà. Mais là, de manière encadrée et avec un encadrement au-delà de tout soupçon. Donc, j'ai choisi un ancien colonel de Légion et un géographe comme directeur de recherche pour aller prendre la température de ce sujet. Est-ce que dans le monde de la production alimentaire, on pense aux risques et à la sécurité? Est-ce que dans le monde des risques et de la sécurité, on pense à la production alimentaire? Et est-ce que dans le monde de la gouvernance, on comprend la question? Et j'ai eu donc d'autres profs, dont un gendarme qui a été extrêmement intéressé, et j'ai découvert qu'en fait, c'était le directeur de la division du renseignement de la gendarmerie nationale. Donc, qui a cautionné mon étude. Et une semaine après, je vais voir le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris qui a également ouvert des portes pour cette prise de température. Donc, en fait, j'avais un encadrement universitaire, donc le militaire et le géographe, et 2 cautions institutionnelles, donc gendarmerie et ministère de l'Intérieur, zone de défense. Et les résultats sont édifiants. Déjà, j'ai eu énormément de retours écrits. Donc, j'ai des généraux qui m'ont répondu, des élus, des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, des syndicats agricoles nationaux, historiens, géographes, diététiciennes, nutritionnistes, Fédération nationale des affaires, tout ça. Et en fait, les résultats sont, en effet, c'est un impensé. Donc ça, je l'ai publié en 2019, janvier 2019. Et ensuite, j'ai été encouragé à publier donc, ce rapport que j'ai intitulé « Résilience alimentaire et sécurité nationale ». Donc, ça a intéressé également une sénatrice de la Haute-Garonne, Françoise Laborde, qui a posé donc, au mois de mai 2019 une question d'actualité au ministre de l'Intérieur pour lui demander si, au niveau du secrétariat général de la zone au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, on travaillait ce sujet. Et il a répondu donc au Sénat à la barre, enfin au Sénat, au Palais du Luxembourg. Mais la probabilité est faible, mais le risque est majeur. Mais rassurez-vous, si ça arrive, on a les plats hors sec. Donc il a reconnu, il n'a pas menti, il a vraiment dit la vérité, il a reconnu ce que nous avons uniquement en rayon, c'est-à-dire les plats hors sec, des plans qui fonctionnent bien, mais pour des problèmes limités dans le temps et limités dans l'espace. Ces plans-là ne fonctionnent pas et ne sont pas dimensionnés pour des problèmes systémiques. Or, c'était la question. Donc, du coup, ça l'a encouragé, la sénatrice, à déposer quasi instantanément, après un projet de résolution, intitulé d'ailleurs comme mon ouvrage, dans Résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale, qui a été débattu au mois de novembre 2019.
Et ce jour-là, le matin, je reçois le prix au Forum des risques majeurs sur justement un prix national sur pour le fait d'avoir identifié ce trou dans la raquette. Identifié comme étant un risque majeur, mais ne figurant dans aucun document officiel. Et ce jour-là, donc le 12 décembre 2019, il n'a manqué que 16 voix pour que ce projet de résolution soit adopté. 141 voix contre 157. Et en fait, pour un sujet, donc la non-résilience alimentaire des territoires, qui n'avait jamais été abordé ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, mais en plus lié à des questions de sécurité civile, de sécurité intérieure et de sécurité nationale, là encore moins. Eh bien, il n'a manqué que 16 voix. Mais ce qui a quand même d'extrêmement intéressant, c'est que le gouvernement, qui a été amené à donner son avis quand même, et le groupe En Marche, donc le groupe porte-voix du gouvernement, a voté pour, en disant, eh bien oui, effectivement, c'est pas farfelu, ça craint, on n'est pas préparé. Et on a déjà vu ça à La Réunion, au moment des Gilets jaunes, le port a été bloqué, émeute. Et au vu de notre totale dépendance aux hydrocarbures, au stress hydrique, à la raréfaction des ressources et à l'hypersophistication de nos circuits d'approvisionnement alimentaire, oui, la non-résilience alimentaire des territoires doit être regardée avec les lunettes de la sécurité civile, de la sécurité intérieure et de la sécurité nationale. Donc là, on était le 12 décembre 2019. Un mois après, le Covid arrive. Et qui, en gros, donne en partie raison à mes analyses. Et en fait, on a senti le vent du boulet qui a fait qu'on est passé à 2 doigts de la correctionnelle. C'est-à-dire qu'avant même le confinement, il y a déjà eu des échauffourées dans les supermarchés ou autres, et ça a tenu uniquement parce qu'on a réussi à faire tenir les transports. Il y aurait eu le suivi de l'appel à la grève des transports, on se battait. Donc, en fait, le sujet reste encore valable, évidemment. Et là, depuis, j'arrête pas d'intervenir. Donc, là, j'étais encore au sommet de l'élevage, là, à Clermont-Ferrand. J'interviens dans un mois au Congrès national de la Fédération nationale des SAFER. Le monde agricole n'avait pas vu ce sujet-là. Le monde agricole croyait que le monde de la sécurité s'occupait de ça. Et le monde de la gouvernance pense que Papa État a un plan. En fait, chacun croit que l'autre fait. Les maires pensent que la préfecture a un plan. Et en fait, le monde de la production et le monde de l'approvisionnement, ce sont 2 mondes différents qui ne discutent pas. Donc, c'est ce que j'explique et donc je donne des formations pour élus avec l'Institut supérieur des élus. Donc, sur ces questions-là, j'interviens au niveau des projets alimentaires territoriaux où aucun projet alimentaire territorial de France n'intègre et ne part du risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, alors que ça devrait partir de là. Et après, on bâtit un projet alimentaire territorial. J'interviens également sur les plans climat, air, énergie, territoire et également sur les plans communaux de sauvegarde qui peuvent être enrichis avec ce risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Et je fais travailler les élus là-dessus. Donc, voilà, pour faire court. Et là, en même temps, donc, je fais un tour de France locavore où ce que je m'étais appliqué pendant un an, c'est-à-dire de ne me nourrir qu'avec des produits locaux, en fait, je le fais faire à des associations, des comités des fêtes, des entreprises, même des fois des élus. Un défi qui consiste à réaliser un repas de fête local, chic et pas cher. Donc local, moins de 51 km, chic, très très bien présenté, et pas cher, moins de 9,50 € par personne. Et moi, j'arrive avec le pinard. Ça, c'est pour un repas. Et les personnes qui, donc je suis à quoi, à 27 défis relevés à peu près, ce n'est pas moi qui vérifie la bonne exécution des cahiers des charges d'abord. Ce sont les journalistes. Donc les journalistes viennent au repas.
vérifient le tableau Excel et la cartographie, et après, ils prennent de l'article, ou même France 3 vient régulièrement. Et il y a une autre version donc, qui est relevée déjà maintenant, c'est la version COP21, c'est-à-dire la version de ce défi qui doit également correspondre aux accords de Paris qu'on a signés mais que personne ne comprend. C'est-à-dire qu'on a signé pour un budget carbone de 2 tonnes en 2050 par Français, par an et par personne, et ça, personne ne le sait. Et personne ne sait encore moins à quoi ça correspond, concrètement dans l'assiette. Donc là, il faut que le menu soit inférieur à 1,2 kg équivalent carbone par personne. Donc là, ça permet d'incarner des choses que l'on ne comprend pas, mais dans une assiette, et en France, on ne comprend les choses qu'à travers une assiette. Donc on peut, à travers une assiette, tirer plusieurs fils, c'est-à-dire le fil de l'économie, le fil de l'écologie, du lien social, de la sécurité, de l'aménagement de l'espace, du climat, de tout, mais en parlant de quelque chose de concret. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps j'ai pris. Tu as pris un petit peu plus qu'une demi-heure, mais je n'ai pas voulu t'interrompre. J'ai essayé, mais ce n'est pas facile. Excusez-moi. En tout cas, merci pour ce tableau. C'est super intéressant. Alors, en fait, dans l'assistance, donc, je te rappelle, Stéphane, l'APM, je t'en avais parlé, mais c'est un réseau de chefs d'entreprise, 8000, je crois, un peu plus de 8000. Et là, donc, tu en as en face de toi. Donc, je vais plutôt vous laisser, j'imagine que l'intervention de Stéphane a suscité pas mal de réflexions. Je ne sais pas si vous étiez au fait de tout ce que Stéphane vient de dire. Et donc, à vous de poser des questions et d'échanger avec Stéphane et voire de commenter aussi. Qui veut commencer? Si je peux peut-être Bien sûr, Jacques. Apporter juste, parce qu'on est bien souvent dans l'alimentaire, on a fabriqué… Juste en 2 mots, Jacques. Oui. Jacques, peux-tu te présenter juste en 2 mots? Jacques Panier, je suis le directeur général du groupe Vinovali, qui est dans le sud-ouest, dans le Garonnais, proche de Toulouse, et qui sévit dans le vin, comme son nom l'indique. Voilà, et dans le monde des appellations d'origine en particulier. Et on est donc axé sur des territoires qui se sont effectivement spécialisés autour de l'INAO, et en particulier de la notion d'appellation d'origine contrôlée, et qui a petit à petit spécialisé les territoires et chassé effectivement tout ce qui n'était pas production de ce type d'AOP. Et le système qui est décrit, effectivement, semble, on va dire, aller, en tout cas, à contrario de ce qui se passe aujourd'hui sur les territoires, avec des spécialisations, avec des gens qui ont poussé très très loin le processus qualitatif. On est sorti d'un monde peut-être artisanal plus amateur pour passer sur un monde beaucoup plus professionnalisé sur une seule production. Ça a des inconvénients, comme vient de citer, ça a aussi ça a quelques avantages malgré tout quand même. Comment vous voyez à la fois cette espèce de diversité, ce grand retour de la diversité, et est-ce que c'est compatible avec le maintien de ce monde d'appellation d'origine, ce monde d'indications géographiques protégées qui a eu tendance finalement à aller spécialiser des grands territoires. Alors, on ne peut pas faire grand-chose d'autre quand on est en Gironde que de faire du vin de Bordeaux. Je voudrais voir un petit peu comment… alors, est-ce que c'est le système qu'il faut complètement remettre en cause, jeter le bébé et l'eau du bain en même temps et repartir à l'envers? Enfin, comment vous voyez un petit peu la chose? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, je suis pour les appellations d'origine, hein, rassurez-vous. Et les appellations d'origine visent l'excellence. Hein, je veux dire, c'est pousse vers pas la quantité, au contraire, c'est vers la qualité. Là, le truc, c'est qu'on est allé tellement loin dans la théorie des avantages comparatifs de Ricardo qu'en fait, on est totalement devenu dépendant des flux qui sont maintenant de plus en plus problématiques. C'est ça le truc. C'est-à-dire que pour moi,
Ricardo et Cyrulnik, ça ne peut pas aller ensemble. Il faudrait rajouter une dose de Cyrulnik dans le Ricardo. C'est ça, la résilience, c'est la diversité. Et là, avec Ricardo, on est à l'opposé de la diversité. On est dans la spécialisation à outrance. Donc, en fait, il faudrait diversifier, se remettre à diversifier, mais sans jeter ce qui est excellent. Et c'est là, justement, que les appellations d'origine, elles ont toute leur place, parce que dans les territoires, tout n'est pas AOP. Tout n'est pas AOP. Des territoires, souvent, hein, l'image que je donne, en fait, c'est comme quand Windows plante. On passe en mode sans échec. D'accord, c'est pas sexy ou autre, mais au moins l'essentiel fonctionne. Là, au niveau des territoires, s'il y avait une rupture d'approvisionnement systémique, il faudrait que quelque part, les territoires soient capables de fonctionner en mode dégradé, avec une partie de production locale et une partie de stocks locaux. Alors, stocks locaux ne veut pas dire trouver un endroit où on met tout dedans et du coup, ça devient une cible. Mais ça peut être ventilé chez les gens. La manière la plus sûre de ventiler les stocks, c'est chez les gens, hein, qu'il y en ait au moins partout. Alors, je vais faire le lien avec l'information que tu nous as fait parvenir sur la Chine, oui, qui a demandé à sa population de stocker de la nourriture. Est-ce que, d'après toi, ça nous pend au nez, ça? Ou est-ce qu'on aurait déjà tous intérêt à stocker de la nourriture? Comment tu vois les choses? C'est du bon sens. Le bon sens, maintenant, il faut qu'il se démontre. C'est comme cuisiner. Ah, ça coûte moins cher. Ah, mais non, je ne sais pas, je ne te crois pas. Il faut que tu me le démontres. Manger équilibré. Ah bon, c'est sûr, c'est bon, c'est meilleur pour la santé. Ah non, il faut que tu le démontres. On est obligé de démontrer le bon sens. Stocker de la nourriture, ce n'est pas du repli sur soi. Ce n'est pas être en mode parano ou autre. C'est tout simplement du bon sens. C'est du bon sens. Là, on l'a vu pendant le Covid. Les gens se sont jetés dans les magasins parce que pour stocker. Alors que si c'était fait quand ça va bien, de manière régulière, il n'y aurait pas autant de gens stressés dès qu'il y a une rumeur sur les flux, sur une dégradation des flux. Les Chinois, là, ils l'ont vu, hein, comment ça s'est passé hein, dans certains endroits pendant le confinement. Hein. Des gens n'avaient même pas stocké de riz, ni de légumes, ni ou autre. Hein. Donc, mieux vaut prévoir quand ça va bien, plutôt que de subir quand ça va moins bien. C'est du bon sens hein, d'avoir des conserves, c'est pas devenir fou, c'est pas devenir parano. Jean-Michel a une question. Oui, Stéphane, moi je viens effectivement du monde de la production agricole, puisque j'ai travaillé dans l'alimentation animale, la production d'œufs et la production de volailles. Le problème aujourd'hui, déjà, c'est effectivement, je partage un peu ton analyse, mais par contre, si on veut effectivement, comme disait Jacques, si on veut remettre en cause l'approvisionnement de soja, si on veut remettre en cause l'approvisionnement en vitamines et minéraux qui viennent de Chine, ça veut dire qu'on va multiplier par 2 ou par 3 le prix de ce qu'on mange aujourd'hui, que ce soit en viande ou que ce soit en céréales ou que ce soit en produits alimentaires global. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut qu'on remette à plat. On n'est plus à 17% de panier de la ménagère qui ne représente pas enfin, aujourd'hui, ça représente 17% du budget total d'une famille. On passe à, non pas 17%, on passe à 30, 40 ou 50%. Et aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de l'annoncer parce que personne n'est capable de l'accepter. Comment on fait? Mais je partage l'analyse, puisqu'aujourd'hui, nous, on est en rupture de matières premières, parce que 80% de nos matières premières viennent de Chine en termes de vitamines et minéraux. On y est dedans. Par contre, aujourd'hui, réindustrialiser pour faire de la vitamine en Europe, on ne veut pas parce que ça pollue. Ne plus importer de soja, on veut bien le faire, mais par contre, ça va coûter plus cher. Comment on fait, quoi? On est d'accord, hein. Alors, je ne suis pas magicien ni donneur de leçons, mais c'est déjà très important de faire le constat. Le truc, c'est que pour l'instant, le budget de la ménagère ou du ménager, c'est 17%, mais aussi parce qu'on achète des iPhones à 1 000 €. Mais ça, on n'y revient pas dessus, c'est bizarre. Hein, sur le non essentiel.
il va falloir prioriser. Il va falloir prioriser, regarder la pyramide de Maslow et regarder ce à quoi on tient le plus. On est encore à quelque part globalement, hein, il y a toujours des cas particuliers évidemment, mais on est encore des enfants gâtés et on est encore dans l'ébriété énergétique et on croit que le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire de la facilité et de l'accès à tout quand on veut et en quantité que l'on veut, on croit que c'est acquis, alors que non. Au menu des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Florent, tu as une question, vas-y. Oui, bonjour. Moi, je travaille en boulangerie bio, donc c'est des thèses, je suis familière, je bosse beaucoup avec le réseau Biocoop. Donc c'est vrai que tout ça, ça me parle. Moi, j'étais quand même un peu surpris quand vous disiez que rien n'avait été absolument prévu pendant le Covid, parce que nous, on est une boulangerie, on consomme quand même entre 5 et 10 tonnes de farine par semaine, donc c'est déjà assez costaud. Et en fait, mon meunier m'avait dit, moi, pendant le Covid, j'étais sur le pont jour et nuit parce qu'on ne s'est pas arrêté, justement, au niveau production de pain, etc. Et en fait, mon meunier m'avait dit qu'il avait eu un coup de fil de la préfecture lui disant que son stock allait peut-être, je dis bien peut-être, être réquisitionné. Parce que c'était le bordel en gros. Donc ça c'est mon première remarque, quoi. Je pense que c'était le bordel, mais je pense quand même que c'était pas tant le bordel que ça. Et puis le deuxième point, alors moi je suis familier avec le local, je bosse sur la céréale, mais j'ai beaucoup de liens avec les agriculteurs. Mais Dieu sait que je sais ce que c'est qu'un accident climatique sur quelques hectares, une maladie surtout en bio qui ravage. Moi, je suis pour la consommation locale, mais la question, c'est à quelle échelle, quoi. C'est vrai qu'à 150 km, moi, je sais que pour ma boulangerie, je suis obligé, je veux que du français, que du bio français, ça, c'est essentiel pour moi. Mais je suis obligé de rayonner aujourd'hui sur, en gros, on va dire, un grand quart nord-ouest de la France, parce qu'autrement, je n'ai pas la quantité, je n'ai pas la qualité. Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des clients qui sont extrêmement exigeants là-dessus, quoi. C'est quoi la bonne échelle, finalement, pour vous, le local, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, votre exemple justement de farine, donc en fait c'est un coup de téléphone de la préfecture le jour où c'est arrivé, donc c'était déjà bien que le coup de téléphone ait eu lieu, mais en termes de logistique ou autre, étant donné que ce n'était pas répété, le jour, si on en avait eu besoin, ça ne se serait pas forcément passé comme ça. Très bien. Donc oui, s'il y a eu ce coup de téléphone pour peut-être la première fois de votre vie, ça prouve bien qu'en temps normal, il n'y a pas de plan. Non, mais voilà, Oui, je suis d'accord. C'est le signal. C'est le signal. Non, mais qu'on ne soit pas résilient, on l'a bien compris, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, si le Covid a permis de faire monter au cerveau notre impréparation, tant mieux et il faut continuer. Après, concernant les 150 km, c'est complètement arbitraire. Ce que j'ai fait donc en 2008, il me fallait un rayon, c'était à peu près les 100 miles, 150. Et aussi parce que, à titre personnel, je pouvais manger des cabecos de rocamado. Voilà. Voilà. Mais 150 km, il fallait bien fixer l'idée, le principe. Donc, évidemment, il faut une hybridation des modèles et des échelles. Évidemment. Les grandes cultures, évidemment, on ne peut pas les avoir place du Capitole ni en montagne. Par contre, des productions comme le maraîchage ou autre, ou le petit élevage, on peut disséminer. De toute façon, il ne peut pas y avoir de maraîchage s'il n'y a pas d'élevage. Donc, il va falloir mailler et se rediversifier, ne serait-ce que pour boucler les cycles, phosphore et tout ça. Donc, du cyrulnique, il va falloir en mettre partout. Mettre une dose de cyrulnique dans le Ricardo. Donc, au niveau des échelles, on est d'accord. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas faire non plus croire que l'autonomie à 100%, on y arrivera. Ce n'est pas vrai. Mais pour l'instant, on n'est qu'à 2%. Donc, entre 2% et 100%, il y a de la marge. C'est ça. Et je suis désolé, j'ai une troisième question du coup qui m'est venue en vous écoutant. Agriculture urbaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hydroponie, votre avis là-dessus? À mon avis, j'ai une idée de votre avis parce que ça risque d'être le même que le mien. Je veux bien l'entendre.
Alors, l'hydroponie, de ce que je sais, c'est absolument pas résilient puisqu'il y a besoin de perfusion qui viennent de partout pour faire venir des bidons et des sacs de partout. L'agriculture urbaine, je pensais qu'il ne faut pas la regarder de haut parce qu'en fait, même si elle ne nourrit pas la population actuelle, pour moi, c'est le sas de dépucelage idéal pour former les agriculteurs dans pas longtemps. C'est souvent le premier contact avec le vivant qu'ont les masses. Et l'agriculture urbaine, l'étape d'après, c'est souvent, et il faudra que ça soit encore plus, les centres de formation pour être agriculteur à titre personnel ou salarié agricole. Il y a une armée d'agriculteurs à lever là. Et ce n'est pas avec le renouvellement naturel de la profession agricole qu'on va y arriver. Donc, en fait, les agriculteurs de demain matin, ils sont assis sur des canapés en ville. Hein. Et l'agriculture urbaine, c'est justement le premier contact, le premier hameçonnage, souvent. Donc, il faut la développer. Alors justement, un des prochains intervenants, ça touchera à l'agriculture urbaine et quelque chose qui ressemble à de l'hydroponie, mais qui n'en est pas, et plus résilient que l'hydroponie. Avez-vous d'autres questions? Olivier. L'honneur à Hélène, elle a levé le doigt en même temps que moi. Ah pardon, pardon. Ouais, écoute, aucun souci. Non, mais en fait, très concrètement, parce que moi, je suis archi convaincue par tout ce que je suis en sciences tuto, bref, tout ce que vous dites. Et du coup, la question qui est naturelle, c'est comment on peut aider, catalyser tout ce que tu fais finalement. Relayer, c'est une... En fait, ça fait 50 ans hein, qu'on parle d'écologie et que tout ce qu'on dit, ça ne marche pas. L'amour des petits oiseaux, les bienfaits pour la santé, on le voit, ça ne marche pas. Tout le monde s'en fout. Alors que si on titille la partie reptilienne de notre cerveau, ah ben là, on s'intéresse, on tend l'oreille. Parler de sécurité, ben là, du coup, on s'y intéresse. Donc, en fait, faut arrêter de dire qu'il faut sauver la planète. Tout le monde s'en fout. Il faut sauver notre peau. Et souvent, ce que je dis, c'est que le ver de terre est le meilleur allié du militaire. Car il soulage ses arrières. C'est-à-dire que avoir des terres et des facteurs de production en bon état, accessible et bien relié, c'est la meilleure façon de tenir des groupes et d'éviter le chaos. Et je suis passé par le continuum sécurité-défense pour démontrer qu'en fait, en cas de cyberattaque sur la chaîne logistique de l'alimentation, eh bien, tous les maillons du continuum sécurité-défense seraient saturés. C'est-à-dire que le vigile de supermarché serait débordé, qui ferait appel à la police municipale qui serait débordée, qui ferait appel à la police nationale qui serait débordée, qui ferait appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée, et qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaibli. Donc, 2 des 3 piliers régaliens seraient impactés, donc sécurité intérieure et sécurité nationale, par ce sujet-là. Et comment on fait pour soulager les infrastructures de sécurité? C'est en mettant en œuvre, par un maillage généralisé, toutes sortes d'actions locales par les divers acteurs, et notamment les collectivités locales, les entreprises, la population et tout ça. Et c'est pour ça aussi que je passe par les plans communaux de sauvegarde. Si une commune enrichit son plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, eh bien, elle est obligée de mettre des mesures de prévention et de protection. Et c'est là qu'on liste tout ce qu'on refuse de voir et de mettre en place depuis 50 ans. Mais là, ça passe puisque c'est au nom de la sécurité. Olivier.
ta question. Oui, merci Stéphane, très intéressant. Moi, je dirige un bureau d'études techniques dans le domaine des process en agroalimentaire et j'ai une trentaine d'années dans le domaine de l'efficacité énergétique en industrie et tout ce qui est optimisation du cycle de l'eau. Alors, moi, mon domaine, c'est plutôt l'agroalimentaire, c'est plutôt la transformation, même si évidemment j'ai les deux pieds dans la terre depuis toujours et que, du coup, ce sujet me passionne, bien sûr. Et ce que tu expliques, bah, évidemment, je dis évidemment, mais je l'ai déjà aperçu de longue date parce que quand on regarde le sujet de l'énergie, effectivement, on sait très bien que c'est un levier qui a permis à notre civilisation, on va dire, de se démultiplier comme on l'a connu. Et on a bien vu un certain nombre de failles qui sont produites, par exemple, lors de la crise au moment de Lehman Brothers et du pic pétrolier, enfin, le baril était passé à $150 brutalement. Il y a eu les émeutes de la faim en Centrafrique, en Asie, etc. Tout simplement parce que les cargos se déroutaient, parce que le surcoût du fuel consommé pour approvisionner ces pays-là faisait que le prix n'était tout simplement plus abordable pour ces pays-là. Évidemment, on se dit c'est loin, les pauvres, ils n'ont pas un rond dans leur poche. Mais je suis évidemment tout à fait convaincu de la fragilité du système actuel qui est hyper efficace, mais il est efficace parce qu'on a cette énergie pas chère malgré tout, hyper efficiente. Il n'y a pas plus efficient comme énergie que nos énergies fossiles, le pétrole en particulier, du fait de l'énergie condensée dans un très faible volume. Et l'agriculture n'y échappe pas, de fait, avec outre la locomotion de tous les véhicules, évidemment, tous les intrants pétrochimiques, etc. Moi, ma réflexion par rapport à ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, je vois bien la notion sur le territoire même d'une production diversifiée et la sécurité que ça peut procurer. Il y a quand même dans cet intermédiaire aujourd'hui par rapport à ce qu'on connaît, avec des zones hyper spécialisées, il y a aussi des activités agroalimentaires hyper spécialisées et de plus en plus concentrées, avec des entités énormes qui ont amené une forme d'efficacité. Globalement, forcément, quand on regroupe d'un point de vue énergétique des productions sur un même site, on est plus efficient que si on le démultiplie sur un ensemble de petites unités. Ceci étant dit, ça crée aussi, à mon sens, d'une part, ça répond à cette logique de flux logistique dont tu parlais. Donc, c'est complètement intégré dans ce processus-là. Et donc, si on veut aller vers quelque chose qui amène cette sécurité-là, est-ce que dans ton esprit, ça veut dire de revenir à ce qui existait avant-guerre, on va dire, la laiterie dans chaque ville ou village d'une taille relativement modeste, également la même chose pour tous les produits alimentaires, enfin la transformation de ces produits alimentaires, parce qu'on a beaucoup parlé de la production agricole à l'état brut. Mais sans transformation, oui, bien sûr, on peut tous manger des carottes râpées, mais on aime bien aussi avoir des petites choses. On aura du mal à se sevrer complètement d'un certain nombre de choses, Donc, est-ce que l'industrie agroalimentaire, dans ton esprit, elle doit se reconsidérer et dans quel schéma pour que ça soit viable? Ouais, ça nécessiterait plus de temps que 10 secondes de réponse. Le truc, c'est que on a du mal à se projeter puisqu'on pense, et on croit plutôt, que le monde de l'abondance et de l'ébriété énergétique dans lequel on est va durer comme les impôts. C'est faux. On a à peu près 437 esclaves énergétiques par personne en France. C'est-à-dire pour nous déplacer, pour nous chauffer, pour nous nourrir ou autre, c'est comme si on avait 437 personnes qui, par leur force musculaire, nous permettraient d'avoir notre confort et notre niveau de vie. Or, on est déjà rentré dans un monde de contraction énergétique et on va avoir accès à de moins en moins d'énergie, énergie qui conditionne tout le reste. Et c'est d'ailleurs cette énergie magique qui a fait qu'on a quitté les campagnes pour grossir les villes. Donc, si on regarde, si on fait le sens inverse, cette contraction énergétique, normalement, va
faire que les villes vont se dégonfler. Parce que les gens iront chercher l'énergie alimentaire dans les lieux où elle se produit. Il ne faut pas avoir peur de regarder ce scénario en face. Hein. Il y a justement dans mon livre enquête, là, j'ai extrait là, un graphique là, pondu par Jean Covici qui fait le graphique, c'est la part de la population active dans l'agriculture en fonction de l'énergie par personne. Et là, on voit que plus un pays reçoit de l'énergie fossile et capte de l'énergie fossile, moins il a de paysans dans les champs. Mais comme on va avoir moins d'énergie à notre disposition, normalement, on devrait donc avoir plus de paysans dans les champs. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on en a fait pendant ce temps-là, pendant ce temps de l'insouciance? Qu'est-ce qu'on a fait de nos infrastructures nourricières? C'est-à-dire les étables, les granges et tout ça, ils se sont transformés en gîtes ruraux maintenant. Il n'y a plus un poulet dans les fermes, dans le Lauragais, qui produisent du grain. Les céréaliers dans le Lauragais n'ont pas une poule, pas un poulet dans leur jardin. Donc là, le truc, c'est une vraie question. Un monde où l'énergie est moins donnée que maintenant, parce qu'elle est donnée encore, comment il s'organise? Quel est l'aménagement du territoire qui fait sens dans un monde en réelle contraction énergétique? C'est une question fondamentale. Les gilets jaunes, c'est du pipi de chat par rapport à ça. Alors que les gilets jaunes, c'était un signal faible. C'était de manière inconsciente les premiers révoltés énergétiques par rapport à un certain aménagement du territoire issu de la surabondance énergétique. Donc là, la place de l'agroalimentaire, pour revenir à la question, est-ce qu'il y aura un agroalimentaire de la place pour un monde agroalimentaire de produits surtransformés? Peut-être pas. Peut-être que les gens n'auront même pas les moyens de les acheter, ces produits-là. Il sera peut-être beaucoup moins cher pour les gens de transformer eux-mêmes les produits et de les avoir les plus bruts possibles. Je ne sais pas, hein, c'est des hypothèses, hein, je ne suis pas Madame Irma. Mais si on ne regarde pas en face la donnée, la métadonnée, enfin la donnée la plus qui détermine toutes les autres, c'est-à-dire le prix de l'énergie, on donnera toujours des mauvaises réponses à de vraies questions. Oui, Florent. Ah, il y a Christine. Bonsoir, Christine. Oui, bonsoir à tous. J'avais une question. Est-ce qu'en Europe, il y a un pays qui a justement organisé ce que nous, on n'a pas, c'est-à-dire une méthodologie pour la rupture alimentaire? Ça, c'est une question. Sinon, une réflexion, démontrer de manger autrement. J'ai essayé, nous, ça fait 30 ans qu'on consomme du bio suite à des allergies alimentaires. Et démontrer, j'ai constaté que ça servait absolument à rien. Démontrer par A plus B, je suis désolée Stéphane, ça sert absolument à rien. Les gens ne veulent pas l'entendre. Mais par contre, montrer l'exemple, là, mais alors c'est long. Ça prend au moins 10 ans. Là, ils commencent à se dire, ah, tiens, finalement, eux ne sont jamais malades et pourquoi et voilà. Et notre réflexion, revaloriser le potager familial. Ça, quand vous dites que vous allez passer du temps à aller faire votre potager et tout ça, mais on vous rigole au nez. Une salade, elle ne devrait pas être vendue 50 centimes, vu le travail qui est... Je dis n'importe quoi. Ouais, vu le travail qui est derrière, le gars qui la sème, le gars ou la fille qui la sème, qui l'entretient, enfin, qui la fait pousser dans des conditions correctes. Je parle que du bio, hein, les autres, bref. C'est pas 50 centimes. Donc, c'est complètement, la nourriture est complètement dévalorisée. Pourquoi? Je pense, après, c'est pas mon domaine, je suis pas dans l'agroalimentaire.
Pourquoi? Parce que j'imagine que les agriculteurs, pour pouvoir survivre, ils ont des subventions excessivement importantes et résultat, ça fausse toutes les données. Et vous, quand vous allez dans votre potager, mais vous êtes un ridicule parce que vous gagnez 3 francs 6 sous. Moi, je suis dans le pays Bigoudin, tout au bout de la Bretagne, donc je connais. Mais voilà, donc c'était juste des réflexions et juste la question, est-ce qu'il y a un pays européen qui a prévu cette riposte, entre guillemets? De ce que je sais, la Suisse y réfléchit et la plus avancée, parce qu'eux, ils avaient l'obligation, jusqu'à il y a d'ailleurs pas longtemps, d'avoir 10% de stock dans les entreprises. Voilà. Mais ce sont les moins cancres. Oui, mais la Suisse aussi a une autre politique. Chacun est armé en cas Alors, voilà. C'est une milice, c'est d'ailleurs ça qui fait ciment en Suisse. Mais c'est différent. Oui, c'est une organisation intéressante, mais qui est différente, qui n'est pas liée à la nourriture. Mais c'est vrai qu'ils ont ce système-là qui est pas mal, citoyen. Oui, enfin, je ne crois pas que ce soit une milice, c'est dans l'ordre de leur service national. Hein, pas... Si, mais ça s'appelle la milice. Mais okay. Une milice en France, on n'a pas la même définition parce qu'on a de très, très, très mauvais souvenirs de ce nom-là en France. Ok. Voilà. Donc, quelque part, cette question-là, elle n'est pas vraiment abordée. Hein. Elle n'est pas abordée. Alors, par rapport à la démonstration qu'on doit démontrer le bon sens, en fait, c'est ce que je fais dans le cadre de mes défis. C'est pour démontrer et faire démontrer par l'exemple, par les gens eux-mêmes, qu'on peut manger sain, pas cher et en faisant profiter l'économie locale. Et qu'on coproduit de la sécurité collective en fléchant ses achats. Et on se fait plaisir et voilà. Donc, on est obligé maintenant de montrer à travers l'exemple et de démontrer le bon sens. Et voilà, donc c'est aussi pour ça. C'est ce que j'avais fait donc en 2008 pendant mon expérience de locavore. Et c'est ce que je fais avec mes défis. Et concernant donc le prix, oui, évidemment qu'on ne paye pas la nourriture au prix réel, quoi. C'est notamment chez les maraîchers. Évidemment, et en plus, le truc, c'est qu'on le paye 3-4 fois le produit. On le paye dans le magasin, d'accord, mais on le paye avec nos impôts à travers les primes pour dépolluer, pour curer les fossés lorsqu'il y a des orages parce que la terre se casse la gueule des champs et va inonder les fossés, va boucher les fossés et les routes. Également sur la santé lorsque ce sont des pratiques non respectueuses des animaux et de l'environnement. Donc la vérité des prix au niveau alimentaire, elle n'existe pas. Hein. Elle existe, tout est faussé à travers justement une fiscalité qui n'est pas c'est à travers la fiscalité et à travers justement c'est le contribuable, à travers le contribuable on ne voit pas la vérité des prix de l'alimentation et en fait ça ne profite pas non plus aux producteurs, quoi. Donc oui, effectivement, la vérité des prix, ça serait bien qu'elle existe au niveau alimentaire. Et c'est vrai que oui, on se fait plaisir que lorsqu'on a un jardin avec sa salade qui a été 4 fois mangée par l'escargot. Oui, on est d'accord. Ça m'est arrivé, le mildiou, comme beaucoup cette année, avec les tomates, ça a été abominable. Mais c'est aussi quand même pédagogique parce qu'on se rend compte que bon, le mildiou qu'il y a dans notre petit jardin, là, eh bien, c'est le gagne-pain des producteurs. Donc, on se rend compte aussi des réalités. C'est ça qui est quand même utile. Florent, tu as une autre question? Ouais, je ne suis pas surpris que Stéphane soit un adepte de Jean-Marc Jancovici. J'avais cru comprendre le truc. Il y a quand même un paramètre, à mon avis, qu'il faudrait regarder, c'est quand même le taux de chômage dans ce pays. On a quand même un pays où, en gros, bon, les stats, elles disent 1,7 million. Mais en fait, le halo du chômage en France, c'est plutôt 5 millions de personnes, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait quand même des ressources de main-d'œuvre. Et
j'aime pas le terme pour le coup, d'esclave énergétique, quand même colossal, quoi. C'est-à-dire que si, voilà, nous, on sait qu'en bio, on a un phénomène pour le désherbage, s'il y a vraiment du boulot, hein, voilà, bon, c'était aujourd'hui, bon, alors c'était le glyphosate, etc. C'est vrai que si on mettait des gens, il y a des thématiques qui existent sur les territoires zéro chômeur, etc., sur ces sujets-là, qui sont absolument passionnants. Et effectivement, c'est que du vertueux. Donc, je pense que ce serait intéressant parce que moi, j'aime beaucoup Jean Covici, mais je le trouve parfois un chouïa pessimiste, même s'il y a de quoi l'être. Un peu d'espoir sur le côté, justement, remettre des gens dans des champs qui, du coup, vont trouver un vrai travail avec des vraies rémunérations et se sentir utiles. Moi, ça me semble essentiel, quoi. Je pense que ça, il faut le dire parce qu'autrement, le côté, effectivement, j'entends les contraintes, le fait que ce soit peu résilient, mais moi, je dirige une boîte, si j'entraîne pas un peu mes gens au quotidien, bah, les mecs, ils y vont pas, quoi. Je pense que des gens comme vous, il faut absolument avoir une vision, certes lucide et réelle, mais aussi avec des messages optimistes. Et je pense qu'il y a quand même de quoi l'être sur certains points. Il y a plein de ressources, même si je crois pas du tout à la thématique innovation pour nous sortir du bordel énergétique, l'hydrogène et toutes ces conneries. J'y crois pas trop, hein, je vois pas un hydrogène vert assez rapidement. Mais il y a des leviers quand même encore. Donc, et si on nous bat sur ces leviers. On est d'accord, hein, mais le truc, c'est que c'est d'ailleurs dans les formations pour élus que bon, le matin, à midi, ils sont prêts à se pendre, hein, puisque c'est les mauvaises nouvelles du matin, pour mettre tout le monde un peu à niveau. Rien que répéter ce que dit le GIEC, mais avec les exemples locaux, ça y est, ça rentre mieux la réalité. Mais après, l'après-midi, je leur fais prendre ce tas de merde par un bout, c'est-à-dire l'alimentation. Et à la fin, je leur fais un petit stress test sur une rupture d'approvisionnement alimentaire. Et ils amènent eux-mêmes des pistes à travers le plan communal de sauvegarde et avec les mesures de prévention et de protection. Et c'est là qu'on arrive dans les leviers. Donc voilà, donc là, je ne l'ai pas dit parce qu'on dit plein de trucs. Mais non, au contraire, les gens sont motivés pour faire. Et d'ailleurs, le meilleur antidote à la dépression par rapport et à la solastalgie, l'éco-anxiété, c'est l'action. Mais l'action vers des actions concernant pas des espoirs à la con, les vrais sujets qui font du lien, qui font sens du lien et utile. Donc oui, la mise en mouvement, elle est primordiale parce que sinon, on ne se lève pas le matin ou alors on va se pendre directement. Mais oui, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut filtrer à travers justement pour écarter le technosolutionnisme et cibler sur ce qui a de l'impact et là où il y a des vrais leviers. Autre question? Alors, je vous ai mis, alors, avant que vous ayez des questions, si vous en avez encore, alors je ne sais pas si vous avez vu dans la barre de discussion, je vous ai mis un article donc, du Figaro de janvier 2021 qui raconte comment ça s'est passé un week-end entre Bercy et les grands distributeurs. On a failli transformer nos militaires en caissières. Tellement l'absentéisme était là. Ensuite, je vous ai mis là, la petite vidéo sur YouTube. C'est le clip de 4 minutes qui présente mes défis locavores. Ah, génial. Et le troisième lien, c'est mon dernier défi locavore que j'ai fait relever à des associations en Isère. Et c'est un reportage de France 3. Voilà, donc là, vous avez trois trucs. Et là, si je peux retrouver, pour ceux qui ne sont pas abonnés au Figaro, là, je peux vous mettre la pièce, le PDF. Oui, ça serait super. Et tu as une newsletter ou quelque chose où on peut te suivre Alors, là, je suis en train de créer mon site Facebook, mon site Internet. Sur LinkedIn, bon, des fois je m'exprime, sur mon Facebook souvent, mais là je vais le faire de manière un peu plus pro, notamment par rapport à mes interventions, donc de mangeol local, puisque là je suis en train d'adapter pour la télé justement, donc c'est Défis locavores. Là je suis en train de monter une formule avec un producteur national de documentaire.
Donc là, c'est sur la forme de magazine, magazine télé, et on va s'adresser aux collectivités locales, si les communautés d'agglomération, départements, régions, mais également des entreprises par rapport à des qui veulent peut-être donner du sens à la RSE. Voilà, à travers le volet RSE et faire relever des défis locavores à une entreprise, c'est aussi l'occasion des fois de remettre en mouvement des équipes et de se projeter. Voilà, aussi, hein, parce que ces défis locavores, ça peut paraître rigolo vu de loin, mais c'est sacrément sérieux derrière, parce qu'on va au détail et ça permet de refaire connaissance enfin avec son territoire qu'on a oublié depuis l'énergie abondante et facile. Et on reprend le temps. Donc là, on revient toujours au triptyque énergie, espace, temps. Est-ce que pour toi, j'ai une question, les prochaines élections sont une opportunité pour justement faire en sorte que ce message que tu portes soit relayé ou pas? Oui, alors, ce sujet, bon, ça fait 20 ans que je le creuse, que je le porte ou autre, mais il est tellement politique que je ne veux pas le politiser. D'accord. C'est-à-dire qu'il concerne tellement tout le monde et il est tellement transpartisan que je ne le transformerai pas en otage d'un parti. C'est pour ça que j'interviens pour des collectivités locales pilotées par des élus de toute tendance. Là, je suis intervenu pour la métropole de Nice. Christian Estrosi m'a fait intervenir. Et là, on m'a dit, vous êtes arrivé à parler d'écologie à M. Estrosi. Ben oui. Et j'ai parlé de sécurité, l'alimentation, sécurité et tout ça. Et d'autres, de tendance Europe Écologie Les Verts, j'arrive à leur parler de sécurité. Parce qu'ils n'avaient pas vu ça. Et d'autres qui sont de n'importe quel parti, mais voilà, ça fonctionne quand même. Donc, passer par les risques, ça permet de mettre tout le monde autour de la table. Il n'y a pas de ventre de droite, il n'y a pas de ventre de gauche. Bon. Ben, si on n'a plus de questions. Marc, une question pour toi. Stéphane, en fait, il est ciblé pour rentrer parmi les experts ou il est déjà expert? Alors, il n'est pas expert. J'espère que cette séance contribuera à intéresser le central. Et si Stéphane, tu as l'envie, et moi, je serais ravi que tu puisses intervenir au sein de l'APM. Alors, je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne. L'APM fonctionne sous forme de clubs qui sont répartis sur tout le territoire. Et ils reçoivent une fois par mois un expert, quel que ce soit ton domaine ou la géopolitique ou je ne sais pas, une dernière technique de méditation. Enfin, voilà, peu importe. Il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés. Et effectivement, moi, je serais ravi que tu puisses intervenir. Est-ce que tu en as envie? Oui, mais moi, de toute façon, je porte ce sujet d'intérêt général. Donc, il faut que tous les mondes comprennent ce sujet, cet angle-là, et comprennent que chaque monde a sa pierre à amener à l'édifice. Bien sûr. Alors, en tout cas, moi, ce que je souhaiterais, c'est que tu puisses venir au voyage donc, qui se déroulera le 25 et 26 mars à Agen, sur 2 journées, et auquel, bien sûr, vous êtes tous invités à vous inscrire. Et Stéphane, on en avait parlé, je crois, mais en plus, tu n'habites pas très loin. Donc, je serais ravi que tu puisses y intervenir, en sachant qu'on sera dans à la fois l'Agropole, qui est le centre qui héberge des startups dans le domaine de l'agroalimentaire à Agen et qui date d'une bonne trentaine d'années, je crois. Et puis Agrinov, qui est le même centre, mais cette fois en amont pour l'agriculture. Donc, il y aura beaucoup d'experts qui seront intervenus à distance comme toi ce soir, Stéphane. Et puis aussi, on fera intervenir des gens locaux, des entreprises. Et je pense aussi à ce qu'on évoquait avant que tu n'arrives, Stéphane, avec Florence, à savoir
Christophe qui a eu le prix de l'Agropole en 2020, Rodolphe Landemen, qui est boulanger et qui a, qui a eu le prix, donc il serait probablement aussi parmi nous. Et j'essaierai de le faire intervenir aussi un lundi. Alors, la prochaine date d'ailleurs, donc c'est le premier lundi du mois, donc ça va être je crois le 6 ou le 8 décembre, laissez-moi vérifier. Le 6. Le 6, merci. Donc le 6 décembre prochain. Et alors là, j'ai un invité qui dirige une entreprise innovante, donc comme je vous le disais, dans le domaine de l'agriculture urbaine. Et ils ont conçu, non pas de l'hydroponie, mais un système à partir de la terre, de l'humus, et aussi avec des poules qui permet de cultiver sur une surface très réduite et d'avoir de très grandes productivités. Et tout ça dans une démarche à la fois très autonome. Donc, ils ont des panneaux solaires. Ils ne dépendent pas ni de l'eau ni de l'électricité. Ils peuvent se mettre un peu partout. Donc, il y a à la fois une logique résiliente, énergétique, économie en énergie, économe en énergie. Et voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais je vous indiquerai dans le WhatsApp et aussi par mail les informations, comme je l'ai fait pour Stéphane. Et ça vient vraiment aussi juste à point parce qu'on a évoqué la question de l'agriculture urbaine. Et même si Florent a émis des remarques sur l'hydroponie qui n'est pas résiliente, je crois qu'on a là potentiellement, alors après je vous laisserai poser bien sûr les questions à l'intervenant, mais quelque chose qui est innovant et qui à mon avis, surpasse l'hydroponie telle qu'on la connaît. Juste, je me permets de rebondir très rapidement sur ce que tu viens de dire, Marc, là, parce que je viens de préfacer un ouvrage sur une spécialiste de la microbioponie. Waouh! Et voilà, elle a déposé le brevet là-dessus et elle est aussi sur l'urinoponie. Waouh! Donc, et en fait, avec ce système-là également, elle permet aussi de régénérer les sols. Donc, elle travaille sur les bactéries. Elle a déposé son brevet, elle donne des formations. Voilà. Donc, donc, ça me fait sourire là parce que voilà, je viens de lui préfacer son ouvrage. Bah, écoute, si tu peux nous mettre son nom et puis le titre de l'ouvrage dans le texte, ça serait superbe. Ah ben oui. Il n'y a pas de souci de suite. Hein. Ouais. Ouais. Et d'où aussi le fait que moi, je trouve que aujourd'hui, ce soir particulièrement, le titre de notre communauté Se nourrir demain, et notamment les mots de résilience et d'innovation, résonnent très fort avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'on a, sans être aussi technophile et penser que toutes les solutions viendront de la techno, il y a quand même des belles avancées, des belles promesses aussi. Ça redonne aussi un peu d'espoir, quoi. Je trouve. C'est comme au rugby, il faut revenir aux fondamentaux. Voilà. Une bonne engueulade à la mi-temps, là, il faut revenir aux fondamentaux, là. Voilà. En tout cas, moi, je suis l'exemple de l'urbain qui a passé toute sa vie dans les villes et qui, depuis donc maintenant une petite année, vit dans un lieu avec des poules, des ânes, dans le Tarn-et-Garonne, dans un petit village de 250 personnes. Voilà. Tu passes du coq à l'âne. Ouais. Marc, tu as de la paille dans les cheveux. Ah oui, oui. C'est vrai, encore. Voilà, juste avant la réunion, je donnais à manger, je donnais du foin aux ânes et voilà. Donc, j'ai une question. Comment on fait pour participer à ce groupe-là? Parce que là, c'était Hélène que vous aviez vue tout à l'heure, notre animatrice. Alors, Christine, en fait, je vais te rajouter dans le groupe WhatsApp. OK. Et puis, je t'enverrai, si tu es d'accord, et je t'enverrai aussi, je te mettrai sur la liste mail, comme ça, tu recevras les informations. Et puis voilà, et puis j'espère qu'on se verra pour de vrai au mois de mars, si tu souhaites venir au voyage dans lequel on aura la joie de retrouver des gens qu'on a eus les lundis. Alors pas tous, mais une partie, et puis avec d'autres experts aussi.
que j'appelle des experts locaux. Voilà. C'est un voyage local alors. C'est un voyage local de 2 jours, hein. C'est petit. Hein. C'est Voilà, vraiment il faut le préciser parce qu'on ne comprend pas un voyage. Bon, mais là, si c'est un voyage local, on comprend mieux. Un voyage local autour d'Agen, avec notamment une partie culturelle et doublement culturelle, on va dire, hein, la culture et la culture. On a un auditorium dans lequel on aura un beau spectacle, et puis aussi on aura un grand chef qui fait que des produits locaux, qui s'appelle Michel Dufaux, que tu dois connaître, j'imagine, non, Stéphane? Non, mais je ne les connais pas tous. Hein. Alors, il fait des produits, il est connu pour n'utiliser que des produits locaux. Et bien alors, il faut qu'il relève le défi alors. Ah ben, il faut 51 km, c'est 51 km hein, autour de l'assiette. On met le compas dans l'assiette, on trace le rayon de 51 km. D'accord. Non, mais chiche. À mon avis, viens au mois de mars au voyage et tu pourras lui parler directement et lui proposer le défi. Ah mais non, mais si c'est lui qui prépare à manger, si c'est lui qui prépare à manger au mois de mars, il faut qu'il s'y mette maintenant là. Ah ben alors on va le contacter. Je te rappelle et puis on le contacte. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Ah, mais regarde, si tu cliques sur le clip là, YouTube là, de 4 minutes, tu lui envoies, il va comprendre. Hein. D'accord, ça marche. Là, pari tenu, on essaye de le faire venir et de faire un repas locavore pendant ces 2 jours. 51 km. Ça marche. On va le mettre au défi. Ben oui. Et tout en régalant nos papilles. Hein. Ah mais non, mais quand à chaque fois, je suis bluffé. Il y a 27 défis que j'ai fait relever. À chaque fois, je suis bluffé. Ils vont jusqu'au détail, c'est succulent et c'est franchement, hein, vraiment. Super. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à tous pour votre participation, vos questions, et merci encore à toi Stéphane pour la chance, ce que tu nous as proposé. Et puis je retiens l'idée Anne, qui n'est pas là ce soir, j'espère écoutera Anne, c'est la personne une des personnes qui est en charge à l'APM de recruter les experts. Donc, je lui proposerai de t'appeler, que vous rencontriez, et puis voilà. Et plus si affinité. Eh bien, il n'y a pas de souci. Juste un truc, là, vous parliez des experts dans ma présentation. Hein. Là, je suis expert associé au laboratoire sécurité défense du CNAM. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà, donc c'était par rapport à ce volet-là, et on peut transformer ou du moins démystifier le mot sécurité pour que ça soit vertueux et profitable à tout le monde. C'est tout le volet prévention de la sécurité. Et pour rappel aussi, donc, la séance est enregistrée, donc vous pourrez la réécouter au besoin et puis surtout la faire circuler au sein de l'APM et voire même, alors ailleurs, je ne sais pas, mais bon. Voilà. En tout cas, Stéphane, si tu la veux, il n'y a pas de souci. Très bien, mais ouais, volontiers. Bonne soirée à tous. Eh bien, merci. J'espère au mois prochain. Très bien. Avec plaisir. Bon appétit. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.